Le député du Nord, porte-parole du Rassemblement national, il est face à vous, Élise Lemaire. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous ce soir sur RCF Hauts-de-France. François le disait, vous êtes député de la 19e circonscription du Nord, porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional et candidat aux prochaines élections régionales. On va y revenir dans un instant. Un mot avant cela sur cette décision du maire RN de Perpignan, Louis Alliot, qui a annoncé aujourd'hui la réouverture de 4 musées municipaux à partir de demain, et ce sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement. Une bonne démarche selon vous? Quelle bonne nouvelle. Oui, quelle bonne nouvelle, parce que je crois que les Français sont durement impactés, évidemment, d'une façon générale dans leur morale, mais aussi dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie culturelle. Et rouvrir les musées, c'est aussi la nécessité de redonner des perspectives, des horizons aux Français. Moi, j'aimerais qu'on le fasse ici, également dans notre département, tout comme j'aimerais qu'on puisse avoir des procédures dérogatoires qui permettraient, en particulier aux restaurants, d'ouvrir le midi pour accueillir les gens qui travaillent le midi, notamment les ouvriers du BTP, par exemple. Il faut se mettre dans les objectifs que notre vie puisse continuer malgré la pandémie. Et donc, pour que la vie puisse continuer, eh bien, la vie culturelle peut être, effectivement, à travers la réouverture des musées, l'un des premiers exemples. Vous êtes pour la réouverture des musées, contre la réouverture des restaurants, en revanche? Ah non, je suis favorable à la réouverture des restaurants. Vous le disiez la semaine dernière sur France 3. Je suis favorable à la réouverture des restaurants avec les gestes barrières appropriés, évidemment. Je pense que c'est une nécessité. Je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Je pense qu'il n'y a pas de cluster dans les restaurants. On a bien vu que là où le virus se transmet le plus, c'est dans les familles, c'est dans des horizons fermés, justement, dans des endroits fermés où les gens se partagent une intimité. Les restaurants, et je le disais, le midi en particulier, pourraient rouvrir pour permettre aux habitants qui travaillent, ouvriers du BTP, employés de bureau, etc., de venir se restaurer et de commencer à réenclencher une dynamique économique qui, dans ce domaine-là, laisse des gens en souffrance d'une façon terrible. C'est pas uniquement une histoire d'argent. La réouverture des restaurants, des bars, etc. Il y a les aides, elles sont parfois imparfaites, parfois mal fléchées, parfois mal organisées, parfois trop administratives, mais il y a aussi l'idée qu'on se fait du devoir qu'on a de travailler, de la route qu'on fait le matin en se levant. Voilà, le travail, c'est aussi une source d'épanouissement, et pour tous ces restaurateurs, moi j'en connais de nombreux dans notre région, au-delà des aides et au-delà de l'aspect économique, il y a aussi la santé morale, il y a aussi le sens qu'on donne à sa vie à travers le travail. Vous êtes pour la désobéissance civile ? Non. En revanche, moi je considère que le gouvernement gère mal cette crise, qu'il s'est empêtré dans les masques, dans les tests, dans les vaccins, que rien n'a été anticipé et bien géré, dans la fermeture des frontières. Ça fait longtemps qu'on a dû faire tout ça. Mais en revanche, je n'appelle pas à la désobéissance civile. Je suis respectueux des lois, je suis moi-même législateur, donc je ne vais pas appeler à transgresser des lois, y compris lorsque je trouve que ces lois sont mal faites. Il faut les faire changer. Il faut évidemment pousser pour que le gouvernement entende le message des Français qui veulent travailler. Alors pour voir ces musées rouvrir ainsi que les restaurants et autres établissements pour le moment fermés, le gouvernement compte sur les vaccins pour enrayer l'épidémie. Emmanuel Macron s'est engagé la semaine dernière à ce que chaque Français puisse être vacciné avant la fin de l'été. Ça vous semble possible et souhaitable ? Mais encore faudrait-il qu'il y ait des vaccins. Dans notre région, on voit bien que le nombre de personnes qui ont eu les injections, la double injection, est encore très faible. Donc il faut des vaccins. Là encore, la négociation menée par l'Union européenne, le mandat qu'a donné la France à l'Union européenne pour négocier les vaccins, fait un bide. Il y a des pays qui n'ont pas attendu l'Union européenne et qui ont aujourd'hui les vaccins, je pense à la Grande-Bretagne, en nombre. Là encore, pour que les Français puissent se vacciner, il faut qu'il y en ait, mais il faut aussi aider, je crois, toutes les structures de proximité, la médecine de ville, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, à pouvoir administrer ces vaccins lorsque nous les aurons, puisqu'on voit bien que les centres de vaccination, les centres de vaccination, eux, sont désespérément vide, on attend les vaccins et il faut associer tous les dispositifs de proximité, parce que moi je suis assez réservé, pour pas dire hostile, à l'idée qu'on puisse transbahuter tout le monde dans la métropole de Lille, tout le monde dans des grands centres, qu'on fasse venir les gens des campagnes, etc., pour venir se faire vacciner dans des grands centres. Je crois que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire de la proximité, que les gens puissent aller chez leur pharmacien du coin, chez leur infirmier libéral, chez leur médecin de famille. Et pourtant, vous étiez contre le fait contre la gratuité des transports proposés
proposé par Xavier Bertrand la semaine dernière pour permettre aux personnes d'aller se faire vacciner. Non, nous avons voté le dispositif parce que nous ne voulons pas être contre la gratuité des transports, mais je pense que c'est pas pertinent. Je pense que l'idée qu'on dise à des gens qui habitent le Cambrésis, qui habitent Hasbrook, qui habitent Bailleul, prenez un TER et venez vous faire vacciner à Lille, n'a pas de sens. Enfin, on va envoyer des gens dans des transports s'entasser, s'agglutiner pour venir dans des espèces de grands vaccinodromes. Non, je pense qu'il faut renforcer tous les dispositifs de proximité. C'est comme ça qu'on réussira, à mon avis, le mieux, et les professionnels sont partants pour ça. Sébastien Chenu, vous êtes donc candidat aux prochaines élections régionales dans les Hauts-de-France, des élections initialement prévues au mois de mars et qui sont reportées au mois de juin. Le Sénat, en tout cas, a donné son accord pour que ces élections aient lieu au plus tard le 13 et le 20 juin. Ce report vous convient ? Oui, bien sûr, ça nous semble tout à fait acceptable. La réalité, c'est que je pense que les régions, elles doivent désormais accompagner le changement de politique que les Français attendent. La politique qui est menée depuis un certain nombre d'années, qu'elle soit au niveau national ou au niveau régional, c'est la même. En réalité, il n'y a pas de différence entre les politiques menées par M. Macron et M. Bertrand. Les Français n'en peuvent plus. Il n'y a pas de résultats, ou plutôt les résultats font que pour notre région, tous les indicateurs sont au rouge. La santé, l'emploi, la sécurité. Il est où le grand changement promis ? Alors oui, c'est vrai que moi j'ai envie de porter un autre message pour mener une autre politique. D'abord, probablement pour être un vrai président à 100%. Moi je crois qu'on ne peut pas dans la vie courir 2 lièvres à la fois. C'est aussi la sincérité. On ne peut pas dire aux habitants de la région « Votez pour moi, vous ne me verrez plus, je partirai au présidentiel ». Moi, j'ai envie d'être un président qui préside cette région pour mener une politique différente. Vous ne pensez pas à la présidentielle en vous rasant le matin ? Désolé. Sébastien Chenu, vous laissez la place à Marine Le Pen ? De toute façon, je ne suis pas très bien rasé, comme vous pouvez le constater, et donc je n'y pense pas le matin. Mais je pense que cette région, notre région, elle nécessite vraiment d'avoir quelqu'un qui soit tourné à 100% vers elle. Qu'est-ce que c'est que cette idée de dire « Votez pour moi » et puis je pars aux élections présidentielles ? Moi, je dis votez pour nous, non seulement, moi je serai un président qui présidera notre région à 100%, je demanderai d'ailleurs aux élus qui sont autour de moi de ne pas cumuler de mandats, moi-même je quitterai mon mandat de député évidemment, et je demanderai qu'il n'y ait pas de maire de ville importante ou qui cumule. Ici on a aujourd'hui, tous les vice-présidents sont maires de grosses villes, Roubaix, Amiens, Calais, président d'Aglo, vice-président d'Aglo. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas tournés vers notre région, et puis la politique qui est menée, il faut bien le dire, n'est pas efficace. Moi je veux qu'on protège notre région dans la santé, dans la sécurité, dans l'économie, dans l'identité de notre région. Or, je vois que les politiques qui ont été menées, elles ont été à l'inverse de tout cela. On reviendra sur cela dans un instant. Face à vous, Hugo Bernalicis de la France Insoumise, Karima Delli, Europe Écologie Les Verts, Xavier Bertrand, les Républicains, ils se sont déjà déclarés. Un nouveau candidat sera officiellement en lice ce soir. C'est Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé du dossier des retraites, sera officiellement désigné ce soir à l'issue d'un bureau exécutif de la République En Marche. Un candidat qui pourrait jouer les troubles faits, selon vous, Sébastien Chenu ? Peut-être, je trouve en tous les cas assez original de la part du gouvernement d'envoyer le monsieur retraite dans notre région, celui qui dit matin, midi et soir, mais comme Xavier Bertrand, c'est les mêmes discours. Il va falloir travailler plus longtemps, vous allez devoir ouvrir vos retraites aux capitaux privés, etc. Dans notre région, c'est bien une région dans laquelle on sait combien le rapport au travail a été souvent difficile, combien les difficultés, combien la pénibilité du travail est importante. Eh bien, entendre un tel discours qui dit aux Français sans arrêt, à ceux qui approchent de l'âge de la retraite, vous allez devoir encore faire des efforts, ça me semble assez en décalage avec la réalité historique de notre région. Mais M. Pietraszewski portera les couleurs d'Emmanuel Macron. On verra le niveau de confiance qu'ont les Français envers le candidat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il pourrait changer aussi le scénario de 2015 ? On s'en souvient, année où la droite et la gauche ont fait barrage à ce qui était à l'époque le Front National. C'était contre Marine Le Pen. Xavier Bertrand se représente à la tête de la région avec une gauche qui ne tient pas forcément à renouveler ce même scénario qu'en 2015. Vous craignez pas que ce même scénario, justement, se réalise pour ces prochaines élections ? Vous avez raison, c'est vrai qu'on peut toujours craindre que des gens qui sont au PS, chez les Verts, à La République En Marche, désistent pour Xavier Bertrand, parce que finalement, il fait exactement la même politique qu'eux. Donc la réalité, ils l'ont déjà fait une fois, ils ont trahi leurs électeurs, et ils ont appelé à voter pour Xavier Bertrand, qui veut être ensuite le candidat des Républicains au présidentiel. Ils seraient probablement prêts à le faire. Ce qui fait leur priorité à tous ces gens-là, c'est lutter contre le Rassemblement national. Moi, ce qui fait ma priorité,
c'est protéger notre région. Moi, les combines Protéger d'appareils... de quoi ? La protéger, je l'ai dit, dans son économie. Notre économie est durement affectée par cette pandémie, et pas seulement, mais aussi par les choix économiques qui sont faits lorsque le président de la région affecte de l'argent public, l'argent des habitants des Hauts-de-France, à des entreprises comme Bridgestone, qui délocalisent. Je pense que cela n'a pas de sens. Il faut arrêter avec cela. Et qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez moi, à la c'est tête de la simple. région ? De l'argent public égale de l'emploi. Les entreprises qui reçoivent de l'argent public de la région, je rappelle que le développement économique, il est au cœur de la politique régionale, doivent créer de l'emploi. Si ce n'est pas ça, elles doivent rembourser les milliers d'euros de Bridgestone. Moi, je demande que Bridgestone les rembourse, qu'ils reviennent devant les habitants des Hauts-de-France, redonner aux habitants, et pour que ça profite aux ouvriers qui sont licenciés. Et puis protéger notre sécurité, notre identité. Moi, je ne peux plus concevoir qu'un président de région, là encore, nous roule des mécaniques en disant qu'il lutte contre l'islam radical, et puis qu'il cofinance des radios communautaristes, comme la fameuse radio Pastel de Roubaix. Il ne la finance plus ? Il la finance encore, puisque vous avez peut-être manqué un dernier épisode, mais en 2019, contrairement à tout ce qu'on nous avait dit, nous avons retrouvé une délibération de Xavier Bertrand finançant un emploi pour animer une émission sur Radio Pastel. Donc c'est un financement évidemment indirect, mais c'est encore une fois le refus de couper les ponts avec tous ces gens-là. C'est insupportable, sincèrement. La menace qui pèse sur notre pays, dans nos régions, on la connaît. L'islam radical dans notre région, on sait l'identifier, on le voit à l'œuvre, ce séparatisme. Aujourd'hui, il faut des élus qui soient là-dessus dans la sincérité, qui soient dans l'authenticité et dans la volonté de couper les ponts avec tout ça. Moi, je ne vois rien de tel. Je vois des choix économiques qui ne portent pas de résultats. Je vois des choix en matière de lutte contre le communautarisme islamique qui sont ambigus au minimum. Et moi, j'espère être un président, je souhaite être un président qui protège nos habitants de ces choix qui handicapent notre région, notamment en termes d'attractivité. Une région peu dynamique économiquement ou une région dont les choix sont liés ont des liens avec l'islam radical, c'est une région qui n'attire pas. Notre région, elle vaut bien mieux que ça. On est une région qui est absolument exceptionnelle, mais il faut qu'on ait des politiques qui soient franchement différentes. Alors justement, Sébastien Chenu, le projet de loi confortant le respect des principes républicains est étudié en ce moment à l'Assemblée nationale, un texte qui entend lutter contre l'islamisme radical et qui contient beaucoup de choses, comme un encadrement plus sévère de l'instruction à domicile, le délit de séparatisme, la répression de la haine en ligne, le contrôle renforcé des associations, le financement des cultes et des associations cultuelles. Dans une interview que vous avez accordée au Figaro la semaine dernière, vous parliez de textes bricolés, pour reprendre vos termes. Une semaine après le début de l'examen du texte, vous maintenez cette position ? Oui, je dirais que c'est même pire encore, puisque en fait ce texte, d'abord, ne dit pas les choses. Moi, je pense qu'on a une menace qui pèse sur notre pays, qui est celle de l'idéologie islamiste, qui a choisi de nous mener une guerre. Aujourd'hui, on en est conscient, qui a choisi d'investir en capitaux, en hommes, en armes, notre territoire pour mener une guerre. Si on ne désigne pas notre adversaire de façon très concrète, alors on passe à côté lorsqu'il s'agit de faire une loi. Ce texte ne désigne pas l'islamisme. Il n'y a pas un mot sur l'islamisme dans ce texte. Nous le désignons et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une proposition de loi qui caractérise exactement ce qu'est l'islamisme aujourd'hui, avec des notions tout à fait objectives, c'est-à-dire rompre avec l'unité nationale, remettre en cause la liberté de conscience, l'égalité homme-femme, nier la Shoah. Enfin, il y a toute une batterie de capacités à pouvoir définir ce qu'est l'islamisme et puis l'interdire, le pourchasser, empêcher son financement. Et dans ce texte, qui est un texte de portée générale, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre l'islamisme, mais il y a des tas de petites choses qui sont bricolées ici et là, on passe à côté de l'objectif. Moi, je crois que si on veut vraiment se donner les moyens, il faut dire les choses, et puis ne pas être, vous l'avez rappelé, uniquement dans le contrôle. Il y a des choses qu'il faut interdire. On doit interdire le financement venant de pays étrangers, pas simplement le contrôler. On doit interdire l'islamisme sur notre territoire. C'est une idéologie. Il y a des idéologies qui sont interdites sur notre territoire. Sébastien Chenu, peut-elle lutter contre une idéologie ? Oui, vous savez qu'il y a des idéologies, et fort heureusement, et tant mieux qu'ils soient interdites. Le nazisme est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit de vous proclamer nazi. Eh bien, aujourd'hui, le nazisme d'aujourd'hui, c'est l'islamisme. Et alors, en quoi elle le peut aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, non mais la loi, elle le pourrait si elle acceptait, si le gouvernement acceptait nos propositions. Il faut identifier
l'ennemi, et puis ensuite se donner des outils juridiques qui doivent être nouveaux. On est face à des phénomènes qui aujourd'hui sont en pleine expansion. On ne fait pas la guerre à un ennemi avec des outils qui servent simplement à gérer le pays en temps de paix. Nous sommes un pays aujourd'hui en temps de guerre contre l'idéologie islamiste. Il faut s'en donner les moyens. Je ne vois rien dans ce texte. Il y a des petites mesurettes. On va les voter d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de ne pas voter les choses qui vont dans le bon sens. Vous allez voter ce projet de loi en l'état ? Le projet de loi, moi je vais voir comment ça évolue, comment la discussion évolue à l'Assemblée nationale. On peut voter, comme on le fait, un certain nombre d'amendements, mais sincèrement, on est très 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 loin du résultat et des objectifs attendus. Un autre projet de loi sera bientôt discuté à l'Assemblée nationale, c'est la loi climat, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Elle sera présentée en Conseil des ministres ce mercredi, puis examinée par une commission spéciale à l'Assemblée nationale mi-mars. Plusieurs grandes lignes ont déjà été rendues publiques, comme la fin de la location des passoires thermiques en 2028, l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, l'interdiction des vols aussi domestiques, s'il existe une alternative au train en moins de 2h30. Même question que pour la loi sur le séparatisme. Vous comptez voter cette loi en l'état ? Mais là encore, il y a des choses qui peuvent être sympathiques, mais cette loi, sincèrement, elle se focalise sur les éco-gestes. Et moi, je crois que cette loi, d'ailleurs, l'État ferait bien d'être exemplaire, ce qui n'est pas le cas, puisque l'État a été lui-même condamné sur sa façon de son rapport à l'environnement. Mais cette loi, elle peut être sympathique sur bien des textes ou bien des portions de cette loi. Mais la réalité, c'est qu'on ne sortira de cette logique qui abîme l'environnement qu'à partir du moment où on rompra avec des traités internationaux de libre-échange qui font qu'on consomme, qu'on produit au bout du monde et qu'on consomme ici. Je veux dire, il faut revenir à des choses comme le localisme, produire et consommer au plus près. Ça, c'est ce que nous portons. Moi, je vois des choses sympathiques dans cette loi. Il y a des choses qui sont de portée tout à fait sympathique, il y a des choses qui sont un peu plus loufoques ou interrogatives, mais je vois des choses qui ne sont pas au niveau. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de système si on veut réellement s'attaquer à cette difficulté. Moi, je crois qu'à travers le localisme, à travers le développement de l'hydrogène, il n'y a rien du tout dans cette loi. Ça fait aussi partie des propositions qu'on fait aux élections régionales, l'interdiction des OGM, la traçabilité. Là, on a des voies réelles. Il n'y a rien de tout ça dans ce texte. Il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas, qui sont des mesures d'information, qui sont des mesures sur les gestes que doivent faire les gens au quotidien. Tout ça peut avoir des aspects sympathiques, mais là encore, changeons de logique. Merci infiniment, Sébastien Chenu, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur RCF Hauts-de-France.